Bien le bonjour tout le monde. Je veux vous parler brièvement de la raison pour laquelle nous allons voter contre la nouvelle version du serment de citoyenneté. Et je vois venir le piège et j'y reviendrai. Il n'y a aucun doute quant à l'attachement, à la proximité que le Bloc québécois a à l'endroit des Premières Nations. S'il y a quelqu'un qui comprend bien ce que ça implique d'être reconnu et traité comme une nation égale, c'est bien le Bloc québécois et à cet égard-là, notre amitié avec les peuples autochtones ne fait pas de doute. Maintenant, le gouvernement fédéral a voulu abuser un peu de ça. Le serment de citoyenneté incluait déjà un moment qui n'enthousiasmait pas tant que ça le Bloc québécois, qui est le serment d'allégeance à la reine, ses descendants et tous ses futurs vieux péchés. Mais d'y ajouter aussi les Premières Nations, nous, on avait d'emblée dit ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, le gouvernement y ajoute la Constitution canadienne. Pour devenir citoyen canadien, incluant pour quelqu'un qui va s'installer au Québec, il faudra qu'il prête dans son serment, ou qu'il assure dans son serment, son adhésion à la Constitution canadienne. Or, même les plus activement fédéralistes des premiers ministres du Québec depuis 38 ans s'y sont refusés. Le Québec n'a jamais adhéré à la Constitution canadienne sans nuance, de façon nette, avec plusieurs votes unanimes de l'Assemblée nationale du Québec. C'est comme si les libéraux disaient « On a un piège à con pour vous, le Bloc. Si vous ne voulez pas qu'on dise que vous n'êtes pas amis avec les Premières Nations, vous devez, vous, le Bloc québécois, cautionner la Constitution canadienne en votant en faveur de cette loi-là. » Ça n'arrivera pas. Je faisais un constat un peu plus tôt. On peut devenir citoyen canadien au Québec sans dire un mot de français. Mais on ne peut pas devenir citoyen canadien au Québec si on n'adhère pas à la Constitution que le Québec rejette. Ça, c'est le bon parti libéral repentant qui, ces jours-ci, se découvre des amitiés et des sensibilités pour les enjeux de la langue française au Québec, à laquelle il s'attend à ce qu'on croit. Alors, évidemment, nous ne tomberons pas dans le piège à con et nous voterons contre cette étape-ci du projet de loi. Voilà. Nous allons maintenant passer aux questions, en commençant par les questions au téléphone. Un rappel, une question de suivi. Nous avons approximativement 10 minutes. Opératrice, première question. Nous avons une première question de Raymond Filion de TVA. La parole est à vous. Please go ahead. Merci beaucoup. Bonjour, M. Blanchet. Au sujet de la vaccination contre la COVID-19, on entend certains pays dire, notamment les États-Unis, qu'elle pourrait commencer avant la fin de la présente année 2020, alors que le gouvernement Trudeau parle plutôt du premier trimestre de 2021, donc janvier à mars. Qu'est-ce que le public doit penser de ça? Avez-vous l'impression que le fédéral est à la remorque et traîne de l'arrière ou pas? On constate le sérieux des acteurs par leurs gestes bien davantage que par leurs mots. Il n'existe aucune raison, aucune façon pour qu'on accepte qu'un citoyen canadien ou québécois puisse être vacciné 24 heures plus tard qu'un citoyen américain. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Le gouvernement se targue d'avoir réservé et acheté des millions de doses, des dizaines de millions de doses. Pourquoi les aurait-on plus tard que les Américains? Parce qu'une journée, c'est des vies. Le plus tôt est le mieux. Le premier ministre est en train de se construire un cas où il va vouloir être le héros de la sortie de crise. Mais s'il veut être le héros de quelque chose, il a l'obligation morale de s'assurer que les Québécois et les Canadiens ont accès au vaccin dès qu'il est scientifiquement disponible. Et c'est forcément en même temps qu'aux États-Unis. Imaginez la différence que 1 mois, 2 mois ou 3 mois vont faire quant à la propagation et à la mortalité. Donc, quand vous entendez le gouvernement parler du premier trimestre de la prochaine année, là, 2021, ça vous dit quoi? Le gouvernement ne fait pas bien son travail? Le gouvernement n'a soit pas de bonnes ententes ou soit va effectivement avoir accès plus vite que le moment qu'il dit lui-même. Comprendre que le gouvernement utilise présentement, et c'est
pas si facile à dire dans le sens où je sais que ça vient avec une certaine charge, mais je soupçonne que le gouvernement utilise la crise pour construire son dossier. Le gouvernement veut se faire reconnaître en grand héros lorsque le vaccin va arriver. J'imagine déjà toutes les mises en scène. Et là, comment ils font leurs calculs quant au moment de la disponibilité, je ne le sais pas, mais je ne vois aucune raison pour qu'un citoyen canadien ou un citoyen québécois, avec toute la séquence d'urgence qui est déjà établie, soit vacciné plus tard qu'un citoyen américain. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. We'll now take question from the room. Mackenzie? CTV. On vaccines as well, do you think that the Prime Minister and the federal government should use the military to distribute vaccines? And are you satisfied with the progress that's been made at this point for a plan to be put in place to make sure that Canadians can quickly get a vaccine after it's been approved? If the plan which is being put in place makes things so that Quebecers and Canadians would have access to the vaccine weeks or months later than the Americans do, it obviously is unacceptable and the proof that something hasn't been done the way it should have been. About the way it should be distributed, I'm sure there are many ways to do it, many resources that could be devoted to this. The fastest is the best. One of the concerns that many experts have brought up in terms of waiting for a vaccine to be approved is the U.S. has, as I'm sure you know, a much quicker process for emergency approval. As we've seen with rapid tests and other tests, Health Canada seems to take its time, considerably more time than the FDA and the U.S. does. Do you think Health Canada should be given a mandate by either the Health Minister or the Prime Minister to expedite the vaccination approval process so we're not in a situation where we're waiting behind the U.S.? Most of the time, we know and we observe, like we do, for instance, in agriculture, that the rules and the regulations in place in the United States are a little less severe than they are in Quebec and in Canada, and it is correct that it is so. In present instance, we know on a daily basis that lives are at stake. Therefore, whatever procedure has to be put in place, which procedure could save many lives, tens if not hundreds of lives, I believe that there must be something done between Canada and the United States, in that case, to make sure, whatever has to be done, that we do save those lives. La prochaine question sera au téléphone. Opératrice, prochaine question. Notre prochaine question est de Maurice Proux du Devoir. La parole est à vous. Please go ahead. Oui, bonjour, voilà, vous m'entendez. C'est la deuxième proposition de changement à la loi sur la citoyenneté, là, ce sur quoi vous faites votre sortie aujourd'hui. La première étant la vôtre pour le français lors du moment de test de citoyenneté pour les candidats qui vivent au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel de compromis avec l'autre proposition qui est sortie? Est-ce que vous voyez un potentiel de collaboration, disons, avec le gouvernement là-dessus? J'ai eu cette réflexion-là parce que j'avais pas prévu faire de point de presse aujourd'hui. Et là, évidemment, la réflexion pendant les heures de route a été qu'on pouvait pas laisser passer ça. Et j'ai eu cette réflexion. Est-ce qu'il y a une zone de compromis possible? Mais ce serait quoi la zone de compromis? Le gouvernement envisage, et le leader du gouvernement a dit qu'il envisageait, qu'il n'était pas complètement opposé à notre proposition à l'effet qu'il faille avoir une maîtrise minimale du français pour obtenir la citoyenneté canadienne à partir du Québec. Je me disais, est-ce que je vais, si les libéraux acceptent la notion de devoir avoir une maîtrise minimale du français pour être citoyen à partir du Québec, renoncer au fait que le Québec n'a jamais adhéré à la Constitution? Évidemment, c'est non. Ça, c'est une impossibilité contractuelle, là. Ça peut pas arriver. Je dis ça parce qu'en anglais, j'aurais dit un deal breaker, là. Il n'y a pas d'entente possible. Le Québec n'a jamais accepté la Constitution canadienne qui lui est imposée. Et par une voie détournée, on voudrait qu'un parti qui ne représente que le Québec soit un peu obligé moralement de cautionner la Constitution canadienne qui mérite tout sauf d'être cautionnée dans la perspective du Québec.
C'est très intéressant. En suivi, là, je vous amène un peu ailleurs, mais il y a un discours de Justin Trudeau qui a refait surface en ligne dans lequel il parlait à l'ONU d'une certaine réinitialisation de l'économie, en anglais, un reset. Ça faisait référence à un forum économique mondial et certains voient là-dedans une espèce de preuve d'une prise de pouvoir socialiste du monde menée par Justin Trudeau. Je me demandais si chez vous, vous avez pensé à cet aspect-là, si vous avez un avis là-dessus. Je vais confirmer quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, je ne consomme pas de drogue. Je peux pas adhérer à une patente de même. C'est même pas drôle. C'est les théories conspirationnistes dans ce qu'elles ont de plus farfelu. Il y a deux courants de pensée qui, à l'échelle planétaire, s'affrontent et c'est légitime. Et toutes les positions sont légitimes. Il y a celle à laquelle on a mis l'étiquette mondialisation et là, on pointe des gens, en particulier sur les réseaux sociaux, puis là, on dit c'est un mondialiste. Je me le suis fait faire souvent. Si on est favorable au libre commerce, même avec des restrictions en matière sociale, en matière environnementale, en matière culturelle, si on est favorable au libre-échange, on peut se remettre l'étiquette de mondialiste. Ce qui est une dérive. Et après ça, tu as des notions qui vont dans le sens contraire. Mais il ne faut pas non plus s'isoler. L'économie du Québec est profondément dépendante des marchés internationaux. Il y a des abus, il y a des excès, et en termes de rhétorique, en termes de formulation, d'aller parler d'une espèce de remise à niveau planétaire des fondements économiques, je pense qu'on n'est pas là. Je pense que personne de sérieux n'est là. Ça veut dire un peu, hey, on repart en neuf, on se donne une chance. Mais venant de quelqu'un qui, comme Justin Trudeau, se targue de post-nationalisme, autrement dit, le nationalisme, quand c'est canadien, c'est bon, tous les autres sont mauvais, évidemment, il prête flanc. Il n'a pas la crédibilité ni l'articulation pour aller à l'échelle planétaire parler d'une remise à niveau de l'ensemble de l'économie et des systèmes politiques du monde. Il y a des choses que tu fais attention avant de dire lorsque tu es en particulier à l'ONU, qui est le haut lieu du multilatéralisme. Personne ne reproche à Joe Biden aujourd'hui d'être un multilatéraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis concernés par un enjeu particulier s'assoient tous ou le plus grand nombre possible autour d'une table pour essayer de trouver une voie commune de construction de quelque chose de positif ou de sortir de quelque chose de négatif. Alors, quoi qu'en disent, par exemple, les conspirationnistes de tout acabit, l'Organisation mondiale de la santé est certainement loin d'être parfaite, mais est une institution dont les Américains n'auraient jamais dû s'extraire. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Donc, les mots ont un sens auquel il faut faire attention. Le contexte où on les dit est quelque chose où il faut faire attention. Et dans le cas présent, il y a une grande exagération quant à la nature des propos du premier ministre qui a peut-être manqué d'une certaine prudence. C'est à peu près du même genre que quand il a dit « Canada is back », on a vu ce que ça donnait. La prochaine question sera dans la salle. The next question is in the room. Chris? Monsieur Blanchet, Chris Reynolds, Canadian Press. In hotspots around the country, some folks are saying that it's completely unfair that big box stores, large chain retailers are allowed to remain open while small businesses have to shut their doors. I'm wondering if you think governments should impose some limits on what large retailers can sell in order to foster a little more businesses, even if it's by delivery, among small business owners. I won't be a good player on that one because I believe that there must be some thinking about that, but it will be done in Quebec. Also on the topic of Christmas in Quebec, I'm wondering if the time that the government has set aside for folks there to take off and to gather in small groups, is it fair that that's been done for a Christian holiday, but not for, say, Yom Kippur or for other religions' holidays? You are working very hard in order to start a huge fire on which I don't want to throw oil. I believe that Quebec government has its jurisdictions, its proposals, which have been long enough to put forward that there's some thinking behind it. And nowadays, there's not that many people to say that the holidays are even mainly a religious issue.
La prochaine question sera au téléphone. Opératrice, avons-nous une prochaine question? Our next question, notre prochaine question de Mélanie Marquis de La Presse. Please go ahead, la parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Blanchet. Ma question va dans le même sens par rapport au calendrier de Noël, si je puis dire, qui a été proposé par le gouvernement Legault. Je sais que c'est pas de votre ressort, mais il y a quand même des groupes religieux minoritaires, des musulmans, des sikhs, des juifs qui crient à l'injustice parce que, on permet quand même des rassemblements pendant une fête qui est catholique, alors qu'il n'y a pas d'équivalent pour eux. Y voyez-vous justement une espèce de déséquilibre? Je suis fasciné par notre propension à ajouter des crises à des crises. Je crois que pour un grand nombre de personnes au Québec, la période qu'on appelle la période des fêtes, incluant Noël, et j'ai pas de problème à dire Noël 4 fois dans la même phrase, une fête qui avait une origine religieuse, qui aujourd'hui est une célébration essentiellement familiale, que tout le monde peut faire. Les congés s'appliquent à tout le monde. Alors le congé qui correspond à la fin de l'année civile et au début de l'année civile suivante, quelles que soient ses origines, est un congé qui est offert à tout le monde, avec une certaine synchronisation qui a en soi un impact positif quand il s'agit de contrôler une pandémie. Vu sur une base purement logique et rationnelle, à mon humble avis, la décision de Québec est particulièrement intéressante. Maintenant, si j'ai un conseil à donner à tous ces groupes religieux qui prennent le numéro de téléphone du cabinet du premier ministre, il va leur organiser à lui tout seul un énorme party pour pouvoir leur permettre de dire que le gouvernement du Québec est non méchant. Oui, sans suivi, c'est pas ma propension. Là. Ah non, je n'ai jamais osé penser une telle chose. Non, mais la société, c'est pas vous qui avez fait les téléphones de plainte, là. Ben, peut-être. Non, bref, peu importe. Donc, si je comprends bien, pour vous, le 25 ou Noël, Noël a plus vraiment la connotation religieuse qu'elle avait, et donc les doléances de ces groupes-là n'ont pas réellement lieu d'être dans le contexte de 2020. Il appartient à chacun d'établir si Noël a pour elle ou lui une connotation religieuse ou pas. Mais il n'est pas nécessaire de reconnaître une connotation religieuse à Noël pour profiter de ce qu'on appelle la période des fêtes. Et ça s'applique à tout le monde, quelle que soit la religion à laquelle ils adhèrent, s'ils ou elles adhèrent à une religion. La dernière question sera dans la salle. The last question will be in the room. David? Hi, Mr. Blanchard. David Thornton, CBC News. Several of your MPs have joined other parties asking the government to stop audits on small businesses who've taken the wage subsidy. You've called on the CRA to suspend those audits. We heard from the National Revenue Minister today, and she says that she can't direct the CRA to suspend audits. It'd be like the government asking the RCMP not to investigate certain crimes. Do you agree with that? Do you think the minister it would be political interference for her to interfere with the CRA? I doubt that the capacity of the CRA to put such a weight on businesses that it would have consequences on economic recovery is strong enough. I would tend to agree with the fact that one can hardly ask for those who implement the law to stop implementing the law or postpone implementing the law. If it would put a stop to the whole economic recovery, I might be tempted to think otherwise. But the efficiency of the CRA is clearly not dangerous enough to be a threat on our economy. Okay, thank you. Tout le temps que nous avions, ceci met fin au point de presse. Journaliste reste en ligne pour le prochain intervenant. Merci beaucoup.